aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai lu très tranquille, voilà. La coiffure dégueulasse, hein, ce que j'appelle une couille de babouin. Voilà, donc on va commencer tout de suite. J'ai 7 livres à vous présenter. Nous allons commencer par Bird Box. Donc Bird Box, c'est un livre dont j'ai entendu énormément parler. Vraiment en bien. Voilà, donc j'attendais beaucoup de cette lecture. On suit Mallory du coup qui vit dans un monde un petit peu apocalyptique puisqu'il y a une créature dehors qui rend complètement fou les gens et du coup ces personnes se suicident, deviennent complètement folles en fait, hein, voilà. Et du coup l'objectif de Mallory c'est de fuir l'endroit où elle est pour aller dans une sorte de refuge avec ses 2 enfants. Alors déjà, quand on commence, on est tout de suite plongé dans l'ambiance, c'est-à-dire qu'il y a une relation très distante avec Mallory et ses enfants, c'est-à-dire qu'elle n'appelle pas du tout ses enfants par des prénoms, c'est vraiment garçon et fille. Dès que tu lis ça, tu sais que ça va être un roman très étrange. Donc voilà, Mallory c'est vraiment un personnage qui vit dans la peur constante. En fait, c'est assez réaliste je pense parce que si nous on était dans cette situation, je pense qu'on réagirait exactement pareil, donc c'est voulu de la part de l'auteur, mais c'est un personnage qui est complètement obsédé par ce qu'il se passe dehors et du coup quand on sort dehors il ne faut surtout pas sortir sans son bandeau sur les yeux pour ne pas croiser le regard de cette créature qui va nous rendre complètement fous. Et du coup, à force de vivre dans cette peur, eh bien, elle a éduqué ses enfants en conséquence, c'est-à-dire qu'elle leur a appris à ne pas voir, donc à avoir toujours un bandeau sur les yeux, et du coup à s'entraîner à affiner leur ouïe en fait, oui, comment on dit ça, leur ouïe, les oreilles quoi, le son, pour que du coup ils puissent se repérer à l'aide de leurs oreilles et de ce qu'ils entendent. Mallory c'est un personnage qui est intéressant puisqu'elle est bien développée psychologiquement, on ressent dès les premières pages qu'elle est en peur panique dans le monde dans lequel elle vit, et au niveau des enfants ils sont pas vraiment développés je le trouve, c'est... voilà, on les rencontre... je dirais vite fait, voilà, on les rencontre tout au long du livre mais ils sont pas plus approfondis que ça. Ensuite, c'est une lecture qui se passe en 2 temps entre guillemets, voilà, on alterne entre le passé de Mallory et le présent. Donc le passé se consacre sur l'arrivée de cette créature, de cette chose, et du coup du fait que Mallory apprend petit à petit à vivre dans ces conditions-là, et ça alterne avec le présent du coup où on est dans la fuite de Mallory avec ses enfants. Alors je trouve que c'est très intéressant d'avoir 2 points de vue, donc le point de vue du passé et du présent, mais dans ce livre-là, j'ai trouvé que le point de vue du passé n'apportait pas grand-chose. Voilà, on restait souvent dans le même lieu. En fait, je suis déçue de cette lecture parce que j'ai entendu tellement de belles choses, de bonnes choses que j'attendais beaucoup. Et finalement, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est une lecture qui est plutôt lente. L'idée de base est excellente, voilà, de ne pas pouvoir sortir sans bandeau parce qu'on risque de mourir à tout moment. Je trouve ça génial. Par contre, je trouve que c'est peut-être pas bien exploité, pas assez d'action. Voilà, donc je lui ai mis un 5 sur 10. Nous allons maintenant parler du premier tome de la Brigade des Cauchemars, donc le tome 1, Sarah, que j'ai eu grâce aux 48 heures BD. Donc c'est de Franck Tillier, Youngi Dumont et Drac. Donc voilà, j'ai entendu beaucoup de bien aussi de cette BD, je vais vous montrer quelques illustrations. Donc on va suivre une fille qui s'appelle Sarah, voilà, qui a beaucoup de mal, on va dire, à dormir correctement puisqu'elle fait toujours le même cauchemar. Hop. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que sa maman l'emmène dans un laboratoire, dans un centre spécialisé dans les cauchemars où du coup ils vont pouvoir apaiser ce fameux rêve horrible. Et du coup, c'est une procédure un petit peu particulière puisque 2 enfants vont s'introduire dans le cauchemar de Sarah, découvrir ce qu'il s'y passe et trouver une solution pour qu'elle arrête de passer des nuits aussi atroces. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà l'originalité du résumé. Franchement, c'est un truc de fou. C'est clairement le genre de truc que j'adore. Déjà ça parle de sommeil, de peur, de cauchemar, et d'un point de vue psychologique, oui,
c'est tout à fait plausible, bien sûr. Souvent les cauchemars ça reflète une peur ou quelque chose qui nous tracasse, donc bah voilà. Donc cet aspect psychologique et original me plaisait beaucoup, donc bah, je l'ai pris, voilà. Au niveau des personnages, ils sont pas très développés, donc les deux personnes qui s'introduisent dans le cauchemar de Sarah, voilà, ils sont pas très développés, mais ça je pense que c'est parce que il faut lire la suite pour apprendre à les connaître un petit peu plus, et effectivement on s'attarde beaucoup plus sur Sarah, pardon. On apprend de quoi elle a peur, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, pourquoi, comment. Et voilà, donc c'est un livre très très court, donc c'est très difficile de vous faire une chronique très longue, très intense, mais du coup bah, c'était vraiment une bonne lecture, c'est hyper original, ça tient debout, voilà, ça tient debout. Et du coup, bien, je vais lire la suite, voilà, j'ai prévu de lire la suite, et du coup je lui ai mis un 7 sur 10. Encore une bande dessinée. Alors il s'agit de La Coupe du Monde de la pâtisserie de Bruno Châtal et Piton. Je vais vous montrer les illustrations. Donc c'est un livre, j'ai commencé, vraiment, j'étais pas sûre de moi, hein. Franchement j'avais quelques doutes, quelques appréhensions. Je me demandais comment ça allait se passer parce que sur Livre Addict, les avis étaient plutôt négatifs. Donc je me suis dit... dans quoi je me suis lancée. Et finalement ça s'est extrêmement bien passé, donc voilà, on suit les trois personnages qu'on voit là. Il y en a un qui est pâtissier, l'autre qui est chocolatier et le dernier qui est glacier, et du coup qui participe au concours de la Coupe du Monde de la pâtisserie, qui est du coup un vrai concours et je ne connaissais absolument pas, donc déjà ça marque un bon point. Donc bah comme un concours culinaire, ils vont devoir créer des œuvres et des œuvres mangeables en fait, et du coup bah, on va suivre les personnages dans ce fameux concours. Alors c'est vrai que les auteurs n'ont pas développé la préparation des produits et des œuvres, voilà, c'est assez rapidement fait entre guillemets, rapidement évoqué, mais moi personnellement ça ne m'a pas dérangée en fait, parce que même si au final on ne sait pas vraiment ce qu'ils font pendant qu'ils travaillent, et ben j'ai quand même eu le sentiment d'être spectatrice de ce concours en fait, donc ça m'a pas du tout dérangée. C'est comme si par exemple on était dans un grand hangar, dans une grande salle, et on allait de stand en stand. Bah en fait c'est un peu la même chose, vu qu'on va de stand en stand, et ben on regarde pas de A à Z la préparation en fait, on a des petits bouts comme ça, donc ça m'a clairement pas dérangé. Ensuite c'est une ambiance très culinaire, alors franchement j'ai adoré, c'est vraiment un livre qui est chaleureux, qui est familial, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Je ne comprends pas pourquoi il y a des mauvaises notes sur Livre Addict, parce que j'ai vraiment trouvé que c'était rafraîchissant, que ça donnait vraiment de la bonne humeur, que c'était... Voilà, j'ai appris des choses, j'ai appris l'existence de ce concours, j'ai appris plein d'autres choses en fait, parce qu'à la fin, il y a des petites photos. Voilà, des petites photos oups, du vrai concours qui existe. Donc voilà, il y a des recettes, des interviews. Franchement, c'est un livre qui est plutôt très complet. Donc c'est hyper intéressant, moi je l'ai vraiment bien apprécié. Et du coup, je lui ai mis un 7 sur 10. Il y a quelques mois, j'ai lu Histoire d'une baleine blanche de Luis Sepulveda pour rendre hommage justement à l'auteur qui est décédé des suites du Covid. J'ai déjà lu 3 romans de cet auteur et je me doutais très bien qu'en lisant celui-là, je n'allais pas être déçue. Donc on suit un cachalot qui nous parle un petit peu de sa vie dans les mers, de sa vie contre les chasseurs marins en fait, contre les humains, contre la destruction marine, voilà. Ce que j'aime avec Luis Sepulveda quand il écrit des livres sur les animaux, c'est que ses textes sont toujours réels. Voilà, ici ça nous montre bien les faits qui se passent réellement, la chasse marine, la destruction des animaux marins et de l'univers marin, la chasse aux baleines en fait, voilà. Et du coup, moi qui n'y connais absolument rien à l'univers marin, et ben ça m'a permis de me projeter et de mieux comprendre ce qui se passe dans les mers. Et c'est pas joli. Voilà, le message de Luis Sepulveda est encore une fois très clair, très précis, très net, avec une certaine intensité et dureté pour toucher le lecteur et lui faire prendre conscience de ce qui se passe sur Terre en fait, ou devrais-je dire sur mer. Donc effectivement je suis passée par beaucoup d'émotions, donc la joie, la colère, la tristesse,
Et pour être franche, j'ai versé ma petite larme à la fin parce que la fin, elle est tellement dure, elle est tellement poignante, il n'y a pas plus réel comme fin en fait. Donc j'ai mis un 8 sur 10 parce que pour moi, c'est vraiment le type de livre qu'il faut lire. Enfant, adulte, voilà, ça montre la réalité des choses et du coup, bah vraiment... c'est pour ça aussi que je suis très triste de la mort de cet auteur, c'est parce qu'il faisait vraiment des livres incroyables avec des messages très beaux et voilà. Encore une BD des 48 heures BD, donc c'est La vie compliquée de Léa Olivier, le premier tome perdu. Je vais vous montrer les illustrations, donc on suit une jeune fille qui s'appelle Léa qui déménage de sa ville natale où elle a tous ses amis, son petit ami, tous ses repères en fait. Elle va aller s'installer à Montréal, donc qui dit déménagement dit nouvelle école, nouvelle amie et tout ça. Et bien sûr, on va retrouver une Léa complètement apeurée par ce nouveau départ. Alors j'ai trouvé que le personnage de Léa Olivier était très intéressant puisque elle suit un petit peu toutes les étapes du déménagement, donc à la fois l'excitation, mais la tristesse de quitter ses amis et son petit ami, la peur de découvrir la nouvelle école, de voir comment ça va se passer, un petit peu la peur de l'inconnu. Et du coup, c'est, je trouve, un personnage auquel on peut très facilement s'identifier, donc clairement c'est parfait, voilà. J'avais un petit peu peur de cette lecture parce que je me disais... pour une BD on va dire plutôt destinée aux adolescents en fait, il y a plusieurs manières d'aborder les choses, soit ça va être annoncé de manière enfantine, soit ça va être plutôt mature. Et là vraiment très surprise, c'est un livre une BD qui est très mature, vraiment. Il n'y a pas de langage entre guillemets un petit peu bébé, c'est vraiment une BD pour adolescents et c'est aussi une BD qui se veut optimiste, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme Léa Olivier voudrait, eh bien il y a une bonne remise en question, beaucoup de positifs. Et je dois avouer aussi que quand même c'est une BD qui m'a fait aussi me remettre en question. C'est vraiment un livre qui se veut bienveillant et du coup grâce à lui j'ai pu me poser quelques questions sur moi-même, sur ma vie et me dire ah ouais carrément, et si je prenais les choses comme Léa Olivier. Donc voilà, j'ai passé vraiment une bonne lecture, je lui ai mis un 7 sur 10, j'hésite à lire la suite, non pas parce que je ne veux pas, mais c'est qu'il y a beaucoup de tomes et je ne sais pas si je suis prête à me lancer dans une saga aussi longue. Voilà. Mais en tout cas, si ça ne vous fait pas peur, je vous recommande parce que c'est plutôt très mature et plein de bonnes ondes. Maintenant, je vais vous parler d'un témoignage tout autre. Il s'agit de Mon père m'a vendu de Sean Boyne, voilà, donc c'est l'histoire de Nuala qui a raconté ce qu'il s'est passé dans sa vie à un journaliste qui a du coup tout écrit dans ce livre. Donc Nuala, très jeune, a été mariée de force à un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Et du coup, c'est un livre qui va essentiellement s'axer sur le mariage forcé qui existe toujours, voilà, qui existe toujours. Et ce qui s'est passé dans la vie de cette adolescente à l'époque, voilà, qui a vécu des violences mentales, physiques et sexuelles. Pour être honnête, je sais pas quoi vous dire de cette lecture. Je l'ai vraiment appréciée, ça m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup grandi quand je suis ressortie de cette lecture, c'est très poignant, c'est un livre qu'il faut lire, mais je ne sais pas quoi vous dire parce que c'est puissant en fait, c'est un témoignage qui pour moi est plutôt fréquent parce qu'il y a des mariages forcés encore dans certains pays. Voilà, donc c'est un livre qui aborde des thèmes très graves. Ce qui est bien aussi, c'est que ce livre est très poignant, mais le journaliste qui a écrit ce livre met une certaine distance entre la victime et le lecteur, ce qui fait que effectivement on ressent des sentiments, mais on a un certain recul, ce qui nous permet du coup de ne pas être pleinement dans l'histoire et de ne pas souffrir en même temps que la victime en fait. Donc voilà, vous savez très bien ce que je pense des témoignages. Pour moi, c'est des lectures essentielles, il faut absolument en prendre conscience, donc je lui ai mis un 7 sur 10. Je termine avec Et toi, quand est-ce que tu t'y mets de Véronique Cazot et Madeleine Martin, le tome 2, on l'appellera Simone. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ce livre est incroyable. Alors, c'est une BD, enfin c'est une duologie qui traite des femmes en fait, des conditions des femmes, enfin
des droits des femmes plutôt. Et ce tome-ci s'accentue plus sur l'IVG. Donc voilà, clairement je l'ai beaucoup plus apprécié au premier tome. Ici on parle d'IVG, des techniques d'IVG, du droit à l'IVG, le fait de ne pas juger quelqu'un qui a recours à l'IVG. C'est vraiment une BD qui se veut très bienveillante, qui dit au lecteur soyez tolérants envers les autres. C'est le corps de chacun, vous n'avez pas votre mot à dire sur ce que veut la femme. Le discours est vraiment très libérateur puisque les autrices nous disent clairement si vous ne culpabilisez pas d'avoir avorté, c'est pas grave. Si vous culpabilisez, vous n'avez pas à culpabiliser. Si vous êtes triste, d'accord. Et si vous n'êtes pas triste, pas de problème. Chacun le vit différemment. Et à la fin, vous avez des petits témoignages. Donc je crois que j'ai complètement oublié de vous montrer... Oui, j'ai oublié de vous montrer les illustrations. Vous avez donc ici sur cette double page des témoignages de personnes qui parlent de l'IVG ou qui ont vécu une IVG. Voilà, c'est vraiment un discours libérateur qui se veut bienveillant. Donc pour moi c'est vraiment comme un guide en fait de l'IVG parce qu'au final... moi en tout cas, et je ne pense pas être la seule, je connaissais très peu de choses sur l'IVG, voilà, je savais pas vraiment de quoi il était question, ni les techniques, ni le fait en fait qu'on avait le droit de ne pas être triste en fait, ou de ne pas culpabiliser en fait. Ça c'est des choses que je ne savais pas et qui finalement sont normales en fait. Donc voilà, pour moi c'est une très bonne lecture, vraiment je vous encourage à le lire en fait parce que c'est comme un guide, c'est très libérateur. Et je pense que c'est un livre qui peut faire beaucoup de bien aux femmes en fait. Voilà, donc je vais mettre un 8 sur 10. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bisous, salut!